Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Cinécast. Ce soir, on a regardé The Voice, un film de The Voices. The Voices, un film de 2014 de Marjane Satrapi avec Ryan Reynolds et un chien qui parle. Et un chat qui parle aussi. Moi, c'est Cotel. Moi, c'est Charles. Moi, c'est Noam Noyo. Océane. Et puis en exclusivité mondiale, Il est de retour. il est beau, il est soyeux. Pour vous jouer un mauvais tour, on caresse mes cheveux. C'est Ali. Donc voilà, et pas Seb cette fois malheureusement. Mais je suis quand même là au montage. Ce film a été choisi par Noam. Je l'avais mis dans la boîte parce que j'en avais un très bon souvenir. Peut-être à tort, diront certains après avoir vu le film. Les opticiens. Je sais pas. Il vous avait manqué. Hein. On était donc trois à l'avoir déjà vu, Noam, Maël et moi. Les autres, c'était une découverte. Votre première impression ? C'était pas comme les gens ils m'avaient dit. Alors, on va commencer tout de suite par ça. On peut commencer par faire la liste des trigger warnings parce que c'est quand même un film violent, physiquement et psychologiquement, de par les thèmes abordés et de par son côté grand guignolesque. Lise, je pense à toi. Donc violence, sang... Sanglier. Oui, merci, sanglier. Voilà, il y a des trucs Et psychologiques. maladie mentale. Trigger warning, maladie mentale. Violence familiale aussi. Violence familiale. Clairement. Trigger warning... agression, quand même. Oui. Il y a ce moment très fun où une mère essaye de se suicider et y arrive pas et demande l'aide de son fils pour le faire. Bon moment. Je passe. Voilà, Ouais, du si, coup, on peut spoiler, le en fait. fils, c'est Ryan Reynolds. Et c'est lui qu'on suit pendant toute cette aventure. Et donc, le petit passage comique, parce que la bande-annonce laissait vraiment me présager quelque chose de drôle, c'est que son chien parle et son chat parle. Il parle parce qu'il est manifestement atteint de schizophrénie et qu'il aime pas prendre ses médicaments. Alors, Mais, Pour être clair, c'est pas parce que c'est pas aussi drôle que ce qu'on le pensait que les moments drôles ne le sont pas. Ils sont très drôles. c'est ça, tout le film justement joue du décalage entre les actes qui sont, enfin certains actes horribles du personnage principal et l'histoire en elle-même qui est plus que tragique, avec le fait que le personnage principal vive dans une fantaisie totale et que donc il soit lui-même en décalage avec la réalité et que ça crée des moments de décalage où de toute façon en fait tu ris parce que c'est même nerveux avec ce qui se passe autour et tu ris parce que le moment est véritablement drôle quand il se rend compte de tout ce qu'il a fait de mal et que ça se traduit par le fait que son chien lui dise tu n'es plus un bon garçon. C'est vraiment un moment que je trouve très très drôle et puis même le fait d'avoir si bien traduit la façon dont on pense que les chiens se comportent et la façon dont on pense que les chats se comportent, d'avoir si bien la mise en scène qui est extrêmement colorée mais qui fait un vrai contraste du coup avec quand tu vois les moments de réalité et le jeu de la caméra qui est beaucoup plus stable quand il est dans sa fantaisie et quand il est sous ses médicaments, la caméra commence à trembler et commence à être beaucoup moins assurée. Enfin, tout ça montre un film particulièrement bien maîtrisé, je trouve, et qui fait que les moments drôles le sont vraiment et me font beaucoup rire. Oui, ils sont rares, mais ils ont beaucoup d'impact, quoi. C'est un peu tout le pouvoir de l'absurde, du coup, du décalage entre sa vision toute propre de sa vie super chouette où il parle à des têtes coupées dans son frigo. Et quand il prend ses médicaments et qu'il reprend pied sur la réalité, en fait, on se rend compte que son appart, il est maculé de sang et dégueulasse et ça tangue et on a l'impression que t'es en lendemain de cuite et c'est, enfin, je pense que le côté drôle de la plupart des scènes vient de là, en fait, du fait que comme lui il est dans sa fantaisie toute propre et toute mignonne, même s'il fait des actes vraiment ignobles, à ce moment où il percute un cerf et où le cerf lui dit frère, faut vraiment que tu m'abattes, quoi, et où il fait d'accord, je vais le faire.
Quoi? Mais Bambi, c'est pas possible. Donc non, je pense que ça vient vraiment de là, le côté drôle la plupart du temps, c'est juste un décalage, il y a vraiment un gap immense. J'extrapole sur un truc d'avant, et parce que je vais oublier après. Vu que son appart à la base, c'est genre au-dessus de piste de bowling, je pensais qu'il allait avoir une scène à la vers Will Be Blood, qu'il allait tabasser quelqu'un à coups de quille de bowling. Mais j'étais content que ça arrive pas, parce que c'est une scène qui m'avait sacrément traumatisé dans There Will Be Blood. Saloperie. Moi, il y a aussi un truc qui me... C'est le fait que donc, la réalisatrice, c'est une dessinatrice de BD, à la base. Donc c'est celle qui a écrit Persepolis, qui est une très très bonne BD, je vous la conseille si vous ne l'avez jamais lue. Elle a réalisé l'adaptation aussi ? Je crois, ouais. Elle a réalisé l'adaptation Ouais, aussi. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, la plupart du temps, quand les auteurs de BD se retrouvent à faire des films, et notamment des films live, tu ressens que il y a quand même une notion de cadre et de mise en scène que tu retrouves relativement peu dans d'autres médias qui sont propres à la bande dessinée et au cinéma et qui sont propres que à ces deux médias-là, en fait. Et là, ça se ressent dans l'utilisation des couleurs, ça se ressent dans l'utilisation de... Quand le cerf, il se fait percuter, il passe à travers le pare-brise, qui est du coup une case, un petit peu... Enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a la forme de case et se retrouve dans beaucoup d'endroits. Il y a des boîtes, donc il y a des Tupperware, beaucoup de choses sont bien rangées dans ce film. Et et tu ressens donc que c'est quelqu'un qui je trouve ça intéressant la façon dont on peut voir justement les choses, et que on se rend bien compte, par exemple quand on regarde Scott Pilgrim, que c'est adapté d'une bande dessinée, parce que il y a des choses qui le rappellent. Oui, Ali est là, donc je fais évidemment référence à Scott Pilgrim. Je suis en train de me dire qu'on l'a appelée Mia, mais vous êtes vraiment sûr que ce chat est une femelle? Parce qu'elle a des couilles. Est-ce qu'elle est relou? Je suis en train de me poser la question. Les couilles, malchats si elle est sont généralement plus relous que les chattes. Par contre, quand tu regardes Ou alors Scott c'est parce Pilgrim, qu'elle va avoir ses chaleurs bientôt, je sais pas. moi je vois beaucoup plus que Scott Pilgrim a été fait par un cinéaste que par un dessinateur de BD, le film. Et là où quand je regarde ce film-là, j'ai cette impression parfois de dessin. C'était quel plan que t'avais trouvé beau? À un moment donné, il y avait un plan sur... C'est un plan juste sur le bowling ouais, c'est ça, sur... de nuit. Avec les néons en fait, Et et c'est hyper graphique. En fait, ça tape vachement avec plein d'autres scènes qui sont très colorées mais assez fades. Et là, tout d'un coup, t'as ce plan où il y a le soleil qui se couche. C'est pas le crépuscule tout à fait. Pas hyper que dans 6 mois. Pardon. C'est pas le crépuscule tout à fait, mais il y a ces néons qui sont hyper bright et ça reste hyper joli à regarder. Et c'est un plan qui est très très court en plus. Enfin, c'est un plan d'une demi-seconde, un truc comme ça. Et qui est hyper percutant, et où bam, après tu te retrouves à l'intérieur de l'appart qui est dégueulasse, et il y a encore une fois un contraste et un gap entre deux choses qu'on voit, quoi. Oui, c'est un film qui fonctionne parce qu'il arrive à créer une tension. Je n'arrive plus du tout à être concentrée. Honnêtement, c'est fini. Alors, pour ceux qui n'ont pas la scène, on a Ali avec Sacha Toon dans les bras, et c'est l'une des choses les plus mignonnes que cette terre peut porter. Mais c'est surtout qu'on vient de se rendre compte que ce chat a une paire de couilles, en fait. Sérieux? Oui. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'elle... On n'a jamais remarqué. C'est pour ça qu'elle rigole. Ah, j'avais pas remarqué. C'est pas une femelle. Mia a une paire de couilles. Faut que quelqu'un l'annonce à Lucie. Est-ce qu'on lui enverrait pas le petit morceau d'enregistrement, tu vois? Oh, je dis, elle a des couilles. C'est parfait. C'est absolument parfait. Je sais absolument plus quoi dire là, honnêtement. Ça m'a tué, mais il a rien dit du tout. Je dis, elle s'appelle Mia. Il a rien regardé, le béton? Il a rien précisé jamais. Mais on est passé 2 fois et c'était juste pour les puces. Si je devais rapprocher
The Voices d'une autre œuvre, je penserais à Utopia. La série Utopia. Oh, je suis pas d'accord. T'as pété toi. Mais Qui se retrouve... En fait, j'y pense parce que il y a ce truc de cadre, un peu de bande dessinée, de couleurs qui tranchent et de couleurs très, très vives sur certains trucs. Et il y a cette notion de tension. C'est pareil pour qu'on retrouve Killerson et le parfum de Cupidon, je veux dire... Ouais, je suis pas d'accord, ça a rien à voir. L'esthétique, même la manière dont a été pensée l'esthétique d'Utopia, la photographie d'Utopia. Enfin, en plus, depuis tout à l'heure, vous dites pas mal que c'est coloré. Au final, moi, j'ai trouvé le film assez... ok, il y a de la couleur, mais ça reste brouillasseux presque. Enfin, c'est un peu fade, tu sais, c'est des couleurs un peu sales. C'est pas si coloré que ça au final. Beaucoup de nuances de marron. Ouais, beaucoup de nuances de orange, de marron. C'est la fabrique de baignoire. Ouais, c'est ça. C'est le seul endroit où t'as des couleurs un peu bright avec ce rose qu'ils ont comme uniforme et tout ça, mais je trouve pas que ce soit si coloré que ça au final comme film. Après, c'est vrai qu'on a chacun. Sauf la dernière scène. Ah oui, la dernière. Et tu voulais scène, savoir pourquoi est-ce que la dernière scène ils étaient tous habillés comme dans Austin Powers. Mon interprétation, c'est que c'est le cliché de l'Amérique c'était mieux avant et de il y a eu une époque fantasmée de l'Amérique où tout allait bien et où les gens étaient heureux, et donc que tu la cales dans les années 60 ou dans les années 70 là, et que c'est l'escape ultime de cette personne qui essaye de revenir à un moment où tout allait bien, alors que tout va mal, qu'il est pourchassé par la police et qu'il est en train de mourir du fait que l'endroit où il habite est en feu. Et qu'il se laisse mourir, pour être exact, voilà. C'est quand même plus ou moins un suicide, parce qu'il se dit que il veut pas prendre les médicaments, qui est la seule chose qui lui empêcherait d'avoir qui est la seule chose qui lui permettrait d'avoir du contrôle, parce que il dit que quand il est malade, il y a des moments très durs, mais il y a aussi des moments où il voit les choses de façon magique, et il veut pas renoncer à ça, mais il s'aperçoit qu'il est plus une bonne personne, qu'il est un danger. C'est honnêtement la seule chose qui me gêne dans ce film, et c'est un peu tout le propos, c'est encore ce cliché de la personne malade mentale qui est un danger pour les autres. Là, tu le vois involontairement tuer des gens, etc. On est quand même un peu dans le cliché. Après, c'est plutôt bien traité, je pense, mais bon, ça reste quand même un écueil. Ouais, c'est poussé à l'extrême, c'est vrai. Bon, après, je pense que c'est toujours ce truc de pour les besoins d'une œuvre, on va quand même pousser les traits d'un personnage. Mais moi, je trouve ça extrêmement bien traité, ce personnage justement malade et qui refuse de prendre son traitement, parce que, ok, le traitement, ça le rend bien, mieux, peut-être aux yeux de la société. Ça le rend fonctionnel, c'est ça. Mais lui, il se sent parfois bien quand il est malade, et c'est ce qu'il dit dans le film. Il dit qu'il y a des moments de magie pure, je sais plus exactement les termes qu'il utilise, mais je trouve ça hyper représentatif, ouais, de phases qu'on pourrait vivre, d'extase profonde en fait. Et en même temps, t'as un peu... bon, après, je relate un petit peu, mais je sais pas comment voit n'importe quelle personne ce film-là, mais il y a de l'empathie quand même pour ce personnage qui veut pas se soigner, parce que il y a des moments où il se sent bien quand même. Donc, je sais pas. Et face à la réalité qui est la sienne, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il ait pas envie, pas le courage, pas la force d'affronter cette réalité. Oui, parce qu'il a tué sa mère. Enfin, il a tué sa mère. Oui, mais et même au-delà de ça, la réalité est plus laide que ce que lui il voit quand il est malade. La réalité, elle est terrible. Il vit dans un appart minable avec son chien et son chat. Il est seul, il a pas d'amis. Il faut qu'il ait l'air d'être normal, sinon il va être remis à l'asile. Non, sa réalité est pourrie. Dans une petite ville paumée de... Post-industrielle, on va dire. Ouais. Bah, ils font des commentaires même dans le film sur le fait que la ville est paumée, que tout ce qu'il y a à faire c'est d'aller regarder des matchs de foot de lycéens et d'aller au karaoké. Avec ce resto chinois vide et une performance d'un chanteur et d'un mec qui fait des arts martiaux. Il prononce vachement bien le nom du restaurant. Shishan.
Voilà, c'est tout. Nous, non. Très bien. D'ailleurs, Merci, Charles. j'en profite pour faire un petit point. Merci à Ryan Reynolds d'avoir aussi bien joué et Vrai. les meufs qui se font buter aussi. Oui, on l'a pas dit, La il y a aussi Anna performance Kendrick des acteurs dans ce film. Anna Kendrick, C'est elle est formidable. c'est important, Anna Kendrick est une personne formidable, donc il faut le dire. Et puis, la troisième fille, On la voit peu. Isabelle, mais je crois. comment Isabelle, il me semble. Non. Alison. 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 C'est laquelle Isabelle? Il n'y a pas Il y y a a d'Isabelle. pas Isabelle. Il y a une d'Isabelle. Lisa. Il y a une Lisa. C'est ça. Il y a L, A, S, et voilà. Mais donc la troisième, la grosse, Et elle est elle est je la connais aussi, mais je sais plus d'où. Ah ouais, moi ça me dit. Je Bref, sais pas les- si vous l'avez déjà vu ailleurs, mais je sais que je les ai déjà vus ailleurs. moi. Probablement. on, Anyway. voit Reynolds beaucoup plus que les autres et donc et vraiment sa performance est très nuancée et Ouais. transmet beaucoup de trucs terribles dans nos petits cœurs, parfois plus violents que ce qui se passe physiquement sous nos yeux. En fait, à part le premier, Ouais. C'est énorme. à part le premier meurtre, il n'y a pas de moment très violent, en tout cas pas de moment très sanglant. Genre, Oui, graphiquement, il n'y a plus de moments si C'est- violents que ça. Graphiquement, Après, c'est ce que je voulais il y dire a par des sanglant. moments qui c'est font que mal, il n'y hein. a pas de moment qui le montre d'aussi crûment que Ouais. le premier meurtre. Mais il y a d'autres moments, donc le deuxième, qui est... Je plaiderais l'homicide involontaire, moi, sur la première mort. Oui, ben, mais Bah, le deuxième aussi, c'est le presque. cas, hein. le truc c'est que personne va le croire. Parce qu'en fait, Le il deuxième, l'a je dirais achevé. qu'on est sur. Ouais, À chaque on est, fois, on à est chaque sur fois, coups c'était et un- blessures. C'était un accident, bah, à part pour la troisième, je crois. À chaque fois, c'était un accident et il a fini par les achever parce qu'elle souffrait. Comme le cerf, en fait. Hein. Le cerf, c'est sa première victime au final. Est-ce qu'il est vegan? Probablement Non, pas. Non, pas, Pas du du tout. tout. Il lèche la cuillère de la bouffe de son chat. Il est pas vegan. Déjà, il lèche la cuillère à la bouffe de son chat. Déjà. pas du tout. Je suis sûr qu'il y a plein de gens normaux qui font ça en vrai. Oui. J'ai essayé, c'est pas bon. J'ai essayé, c'est pas bon. J'ai essayé et. Title of your sex tapes. Ah ouais. Oui, ouais. Il est vraiment temps qu'on finisse ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. La boîte à Non. film. Ben non, pas Ne la sera boîte, pas parce tiré qu'on sur les fait, doigts. parce que Ah. déjà on fait un break pour les fêtes. Et ensuite on revient avec une programmation spéciale à la rentrée, mais on vous présentera ça plus tard. Harry Potter, non. C'est une blague. Je viens pas si sérieux. Moi non plus. pas vrai, je C'est viens. effectivement une saga de 8 films. C'est vrai. Et on vous laisse avec cet indice. Bonne soirée! J'envie pas la tâche de Seb qui va être d'essayer de monter un truc. Oh, t'inquiète, j'ai juste laissé toutes les conneries.